la soirée la plus mémorable? Tu t'es dit, waouh, là c'est stylé. Être dans le clip de Bad Bunny. Tu fais face à des personnes Il y malsaines. a des gens qui vont profiter tout simplement de leur pouvoir ou de ta naïveté. Les mannequins n'ont pas d'opinion et ne sont que des visages. C'est Bienvenue dans Par les Marches, le tout premier podcast sur le monde de la mode et du mannequinat. Par les Marches est un podcast où les invités viennent nous raconter leur parcours et leur ascension step by step. Aujourd'hui, nous recevons Jennifer, mannequin en France mais aussi à l'international. Je suis ravi de te recevoir, Jennifer. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Première fois sur un podcast? Oui, Est-ce que tu es à l'aise? oui, ça va. Ok, on est en famille, bien, on est entre ouais. amis, il n'y a aucun souci. Qui de mieux pour se présenter que soi-même? Je m'appelle Jennifer, je vis à Paris, j'ai 24 ans. Je fais du mannequinat depuis que j'ai 17 ans à peu près. Et oui, je travaille dans le monde de la mode, je fais un petit peu d'influence et voilà. D'accord, tu as un petit accent, je pense Oui. que tout le monde l'aura reconnu. Du coup, tu as des origines? Oui, exactement. Je suis née en Italie, à Milan. Et j'ai mes parents qui sont d'origine roumaine, moldave, russe. Donc ça fait un petit mélange. Je suis arrivée en France quand j'avais 14 ans. Alors ça tombe bien que tu me parles de ton enfance. J'aimerais bien que tu m'expliques comment était la petite Jennifer à 15 ans. Est-ce que tu as grandi dans un milieu facile? Est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que ta famille te soutenait déjà ou tu as eu un parcours assez compliqué? Non, ma famille, elle m'a toujours soutenue. C'est vrai que ma maman, elle m'a éduquée d'une façon, si tu aimes bien quelque chose, bah, il faut travailler pour. Et j'étais toujours intéressée par le milieu de la mode ou le milieu artistique en général. J'ai fait de la danse pendant 15 ans. Donc quand j'avais 15 ans, justement, je continuais à faire de la danse. Le mannequinat, c'est qu'à partir de 17 ans à peu près que j'ai entamé mon parcours et que j'ai pu découvrir réellement le milieu. Sinon, avant ça, oui, c'était plus la danse ou le théâtre, parce que j'ai fait 3 ans de théâtre aussi. Donc c'était ça. Et donc tu es arrivé en France, tu avais 14 ans. Exactement. Et du coup, je suppose que tu parlais pas un mot de français? Non, oui, je l'ai appris sur place. Après, c'est vrai que je parle déjà italien et roumain. D'accord. C'est des langues qui viennent du latin et le français aussi. Donc, disons, j'ai un peu plus une facilité à l'apprendre parce qu'il y a certains mots qui sont similaires. Et quand tu es jeune et tu apprends une langue, il y a une certaine élasticité du cerveau qui se développe. Donc oui, après quand tu vis dans le pays, c'est plus facile à apprendre une langue que si tu ne vivais pas dedans. Bien sûr, Voilà. c'est les seules langues que tu parles? Non, je parle un petit peu russe aussi et l'anglais couramment. Du coup, à 17 ans, tu nous as dit que c'était le début pour toi du Oui. mannequinat. Est-ce que tu as eu cet objectif d'en faire un métier tout de suite ou c'était juste par passion ou par amusement, expérience? Alors, à l'âge de 17 ans, c'était grâce à Instagram que j'ai commencé un petit peu mon parcours. À l'époque, c'est vrai que maintenant, on n'utilise plus trop les hashtags, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était très courant, ou en tout cas, les agences utilisaient ça pour voir des new faces. Ouais, je Donc, me souviens bien, oui, c'était c'est ça. l'époque où on mettait 16 hashtags en dessous des Exactement, bios et oui, là, c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été repérée. Et après, en discutant avec des agences, j'ai pu trouver un petit peu ma place et puis me faire plus de contacts. Est-ce que c'était le hashtag looking for an agency qui a le plus marché? Non, c'était plus le hashtag modèle, hashtag scout me. Ouais, je Voilà. vois très bien, je vois très bien. C'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai été aussi recruté quand j'étais plus jeune et c'est grâce à Instagram. Oui. Maintenant ça marche un petit peu moins comme ça. Oui, c'est vrai. Mais on en reparlera Mm. un petit peu après. Ta famille t'a soutenu dès le début dans cette aventure du mannequinat ou... Oui et non, ils n'étaient pas contre, mais par contre, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Et si tu veux vraiment quelque chose, bah, il faut y aller, il faut y travailler, faut travailler pour. Mais ça, c'était aussi dans la danse ou dans n'importe quel domaine. Ma famille, elle était là en mode, si tu veux continuer, oui, mais faut aussi travailler peut-être à côté. Bien sûr. Parce que c'est vrai que le milieu de la mode, en tout cas en tant que mannequin, c'est pas très stable. Et on ne peut pas toujours compter sur nos parents pour qu'ils nous payent le logement. Bien sûr, c'est toujours compliqué. Raconte-nous un petit peu comment a été ce début du coup avec cette première agence qui te contacte. En fait, c'est comme ça le tout début. Donc l'agence te contacte sur Instagram. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a fait des rendez-vous sur Skype avec ma maman et du coup l'agent qui voulait me scouter. Ils n'étaient pas basés en Europe, ils étaient basés aux États-Unis. Et le but, c'était de peut-être aller à Milan, rencontrer quelques agences,
faire peut-être des petits tests. Et voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis allée à Milan, du coup, quand j'avais 17 ans. Je crois que c'était en février. Ton tout premier voyage, c'était Milan. Ouais, c'était Milan. Ça devait être impressionnant, non? Oui, après, moi, je suis née là-bas. Ok. Donc, je connaissais déjà la famille. J'avais déjà ma famille. Et puis, je suis allée avec mes parents. Donc, impressionnant, oui, quand tu vas et tu rencontres les agences. Parce que c'est tout nouveau. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé le fait d'être un peu chez moi. Et comment ça s'est passé, du coup, ton premier shooting à Milan? Je me doute, quand t'es arrivé, est-ce que t'as eu un shooting tout de suite? Est-ce que t'as passé une tonne de casting, comme on connaît, les queues interminables de Milan jusqu'à temps de décrocher un contrat? J'ai signé avec personne. Ok. Voilà. Ah, t'es arrivé en agence? Tu t'es présenté juste à l'agence? Je me suis présentée parce que l'agence qui m'avait repérée, c'était une agence mère. Okay. Du coup, ils voulaient que j'aille justement à Milan pour rencontrer des nouvelles agences. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai signé avec personne parce que à l'époque, 17 ans, c'est encore très jeune. Par rapport à ma morphologie, c'était assez morphologie de femme. Alors que j'avais une baby face, donc ils ne savaient pas trop me placer. Mais par contre, ce qui est bien, une des agences que j'avais vues, il m'avait mis en contact avec un photographe pour faire un test, au moins pour qu'il voit les retours. Et du coup, j'ai shooté avec Emanuele Ferrari, qui est un très grand photographe à Milan. Et mon premier shooting, ça s'était très bien passé. Et ça a fait une espèce d'effet papillon, je ne sais pas si c'est ça. Ouais, bien sûr. Exactement. Ouais. Grâce à ce shooting, d'autres personnes m'ont repéré, donc c'est allé un peu. Et t'as publié, Emmanuel t'a publié directement sur Instagram? Alors, pas lui, mais du coup, moi. Mais il avait reposté un story, du coup, c'est ce qui fait que d'autres personnes m'ont vu. Voilà. Trop bien. Et du coup, la suite, après La suite, c'est que finalement, avec l'agence mère que j'avais signée, ils ont décidé de clôturer leur business. Ok. Puisqu'ils avaient d'autres projets, enfin en tout cas la personne elle avait d'autres projets. Mais moi du coup, ça m'a donné un petit boost pour la suite. Ok, je vais retourner à Milan, je vais faire des castings par moi-même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée là-bas. Freelance. Alors là, ça c'est fou parce qu'il faut savoir que dans le mannequinat, quand on commence en freelance, c'est quand on a un petit peu d'expérience, on a pas mal de contacts. Et du coup, toi, tu as fait tout l'inverse et tu as dit, bon, on bouleverse les codes et on y va. Et ok, et du coup, ton premier shooting. Et du coup, après, j'ai signé avec une agence là-bas. D'accord. Et après, je suis restée à Milan pendant 6 mois. Il faut savoir qu'en 17 ans, j'étais en terminale. Donc après avoir eu le bac, j'étais à la fac. Ça m'a pas beaucoup plu. Du coup, j'ai arrêté en cours d'année. Et c'est là, du coup, que je suis partie à Milan toute seule. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Je me mets à fond dans le mannequinat. Et j'en ai fait, du coup, pendant presque un an et demi, je crois, en full-time. T'avais déjà cette maturité parce que je me doute qu'à 17 ans, c'est pas tout le monde qui a une maturité pour partir toute seule. Dans un milieu que tu connaissais un petit peu, mais pas tant que ça. Exactement. Ça a été facile pour toi, cette maturité, ou tu l'as toujours eu? Je l'ai toujours eu. Je pense que le fait de voyager, justement, et de changer de pays, même quand j'étais petite, je changeais tous les 2 ans d'école. Ouais, t'étais un petit peu une nomade. Oui. Du coup, très sociable. Enfin, je suis un peu renfermée, mais j'aime bien sociabiliser. Et c'est vrai que le fait de voyager, de rencontrer tout le temps de nouvelles personnes depuis que j'étais petite, ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour le mannequinat notamment. Oui, c'est quasiment une obligation. Exactement. On connaît, c'est les contacts. Dans ce milieu-là, c'est assez compliqué quand on n'a pas de contact et surtout quand on est un petit peu introverti, un petit peu timide. Donc c'est hyper important et je me doute que si tu acquiers déjà cette compétence au plus jeune âge, forcément, ça se répercute aussi sur ta carrière par la suite. Est-ce que la plupart du temps, c'est les gens qui venaient vers toi ou c'était toi quand même qui devais quand même insister auprès de l'agence pour te pousser? Ou est-ce que tout de suite on t'a poussé, tout de suite on a cru en toi? Non, j'ai dû pousser. Ouais. Oui. Là, il y a des souvenirs qui te remontent, j'ai l'impression. En fait, franchement, ça dépend des périodes. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un agent et un booker qui croit en toi. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui se travaille. Le fait d'aller tout le temps à l'agence, de se présenter,
fait qu'ils ne t'oublient pas. Ils se disent « Ah tiens, oui, c'est vrai que j'ai un client, peut-être ton profil pourrait correspondre avec cette personne. » Est-ce que tu es mannequin à plein temps? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta fréquence de shooting et de casting? Parce qu'il faut savoir que quand on est mannequin, c'est jamais, on n'a jamais les mêmes jours, c'est jamais planifié, sauf quand on a parfois des contrats à l'année, des géries ou des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose de particulier. Mais est-ce que toi, tu es quand même régulièrement en casting, régulièrement en job? Raconte-nous un petit peu. C'est très aléatoire. Je pense... Là où je suis le plus bookée, c'est notamment dans les périodes de Fashion Week. Donc par exemple, là, en janvier, février, j'ai eu 2 mois où j'ai enchaîné presque tout le temps. Trop bien. Le travail. Des défilés? J'ai fait un défilé, mais sinon souvent c'est aussi des showrooms et tout, parce que c'est quand même des clients qui sont assez réguliers. Donc c'est bien. Et après, il y a les shootings, ça dépend, des jobs cheveux, enfin, il y a de tout et de rien. Okay. Un printemps, c'était un peu plus calme, ce qui m'a permis de me concentrer sur d'autres projets. Et là, en juin, on en revient, ça va être un peu plus intense. Ouais, bien sûr. À partir bien de la semaine prochaine avec la Fashion Week de juin. Ouais, c'est sûr. Et là, t'as déjà des... Oui, je déjà suis booké? en showroom du coup pendant toute la période. Ok, trop bien. Félicitations. Merci. Parce que oui, il faut se féliciter parce que c'est pas facile de décrocher des castings. On a beau être le meilleur des mannequins, on sera toujours en concurrence avec d'autres mannequins. Mais on reparlera de la concurrence prochainement. Est-ce que t'es plus studio ou extérieur en shooting photo? Extérieur. Extérieur, J'adore. Ouais. Pour moi, ce qui me passionne le plus dans ce métier, c'est justement de se trouver dans des endroits peut-être incroyables. Et c'est le côté vraiment direction artistique qui m'intéresse aussi. Donc le fait de construire une image à la fin qui soit waouh, c'est ce qui me plaît le plus dans le métier. Donc, et souvent le lieu, les vêtements et tout font ce qui... le fait de jouer avec son environnement aussi, beaucoup plus de créativité. Oui, un studio, c'est un peu plus compliqué parce que tu as un challenge en plus. Surtout quand c'est un studio vide et tu dis ok, là on doit partir sur quelque chose de très créatif. Donc il faut jouer peut-être avec plus de pauses ou il y a une certaine géométrie sur laquelle tu dois travailler. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu es encore drive-by par des photographes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils te dirigent quand même malgré, avec ton niveau de mannequinat? Quand tu travailles avec des professionnels, en tout cas, ils le sentent tout de suite. Et moi, ce que je demande tout le temps, c'est avoir un mood board en avance. Comme ça, je me fais déjà une idée de ce que le shooting peut être ou le rendu qui doit être donné. Tu rencontres une équipe pour la première fois. Personne ne se connaît, ou peut-être certains ont déjà travaillé ensemble, mais c'est vrai que quand tu es mannequin et peut-être tu connais pas le photographe, au début peut-être qu'il a tendance à te diriger, mais une fois qu'il voit que c'est bon, elle connaît, il va te laiscer tranquille. Sauf peut-être pour certains petits détails par rapport à la photo, par rapport au rendu qui doit être. Donc voilà. Ok. Ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut, quand on commence, définir sa catégorie de mannequin. Avant, ça l'était un petit peu moins. Mais maintenant, avec l'essor du fashion, c'est super important d'avoir un book en rapport avec sa personnalité et avec le style et sa catégorie. Est-ce que toi, tu te définirais plus comme fashion ou commercial? Plus commercial, mais je pense aussi qu'il faut être polyvalent dans les deux. Parce qu'on ne sait jamais sur quel job tu peux tomber. Puis c'est un job qui est très bien payé, évidemment. Tu vas transformer ton book, tu vas le donner au client de façon à ce que... le client, il te voit comme la personne à être bookée. Bien sûr. Voilà. Pour les novices du mannequinat, quand on a du commercial, on a souvent soit du e-commerce basique, soit beaucoup. Moi, je me suis beaucoup marié dans ma carrière. Du coup, on fait des shootings pour des mariages, pour des robes de mariée. J'ai vu que tu avais un tatouage. Tu en as peut-être même plusieurs. Est-ce que c'est pas trop difficile quand on doit passer, par exemple, on a besoin de Jennifer pour se marier, qu'on a des manches courtes? Alors moi, j'ai jamais fait de job tu t'es jamais mariée? Non, jamais. T'as jamais eu cette chance-là? Non, jamais. Je voudrais un jour, mais non, j'ai jamais eu cette opportunité. D'accord. Mais je pense que... Ça peut être un frein, les tatouages? Pour certains clients, oui. Je pense à l'époque, oui, quand je venais de débuter, oui. Mais non, plus trop. Parce que c'est vrai, on peut les cacher facilement. Bien sûr. Enfin, il y a du make-up, ou maintenant, tu as des petits patchs en silicone que peuvent être rajoutés dessus. Ou c'est un peu plus embêtant pour les photographes. La terreur des photographes, Photoshop. Donc, voilà, après, ils sont pas très grands non plus. Je le savais quand je les ai faits. Justement, je les ai faits pour moi-même.
que oui, ça peut être embêtant, mais faut pas abuser non plus. Ton Oui. agence, elle a dû se tirer les cheveux. Oui. Parce qu'en fait, Non, ça va. quand on change d'apparence, coupe de cheveux, couleur de cheveux, tatouage, piercing, etc., en fait, on a un book qui coûte relativement cher aux agences ou à nous-mêmes. Et en fait, dès qu'il y a une particularité physique qui change, c'est quasiment tout notre book qu'on doit refaire. Et à ce moment-là, du coup, on doit quand même demander l'accord de l'agence. Certains mannequins ne demandent pas du tout l'accord. Et là, du coup, on a des petits conflits entre agence et mannequins. Moi, je suis de celles qui demandent pas trop. Elle t'en a jamais voulu, ton agence? Non. Je pense parce que je travaille beaucoup plus en 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 freelance? freelance. Ouais, Et je partais tout le temps du principe que mais ça, c'est un travail que ça se fait avec l'âge et l'expérience. Si un client te plaît, tu vas te booker quand même. bien sûr. Que tu as des tatouages ou pas, c'est ton profil qui doit plaire et c'est ta personnalité aussi Bien sûr. qui fait la chose. Donc changer pour quelqu'un, c'est un travail qui a été fait pendant longtemps. Bien sûr. Mais je me suis dit non, je veux pas changer ma personne pour rentrer dans certains critères que peut-être quelqu'un a. Et sur tes photos, j'ai remarqué sur ton Instagram que tu avais une certaine sensibilité à travers. Est-ce que c'est ce qui te caractérise le plus? C'est assez naturel parce que cette sensibilité vient aussi du côté artistique qui m'inspire. Enfin, j'aime beaucoup la lecture en général, j'aime beaucoup les romans, la poésie et tout. Donc j'aime bien faire un mix de tout ça. Souvent, même si c'est pour une collab par exemple, à un moment, peut-être je vais avoir une image en tête d'un tableau, par exemple, d'une peinture. Je me dis, ok, je vais recréer ça. C'est vrai que des fois, aux photographes, quand quand on fait des collabs, j'envoie des petits moodboards. Je mets aussi des petites peintures, par exemple. Ok. Je veux ce rendu-là. Trop bien. Ouais. Ok, d'accord. Une petite recommandation de lecture comme ça Oula. Le dernier livre que tu as lu qui t'a marqué, tu recommandes? Alors, un classique. Actuellement, je suis en train de lire le journal de Sofia Tolstoï, D'accord. qui était l'épouse de Tolstoï. Et c'est intéressant de voir un peu l'envers du décor. Enfin, c'est son journal intime. Elle raconte la vie exactement, aux de côtés comment d'un c'était écrivain, exactement. etc. Je trouve que sa plume, elle est très très belle. Et... Elle ressemble à celle de son mari? Non, pas trop. Elle est beaucoup plus sensible. Et c'est vrai qu'il y a le côté très femme de l'époque, comment c'est de vivre... justement. Bien sûr. Là, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi, mais bon, je vous assure, c'est très bien. T'inquiète pas, il n'y a aucun souci avec ça. Dans quel pays tu as pu voyager au cours de ta carrière? J'ai surtout fait l'Italie, la France et l'Inde. Ok. Après, je suis partie aussi à Londres pour des castings, juste pour rencontrer des agences, mais c'est vrai que c'est très difficile d'être signé à Londres, parce qu'ils ont d'autres critères que d'autres parties de l'Europe. Ils sont très fashion en plus. Très fashion. Ouais. Ou très plutôt edgy. Oui. Donc il faut avoir beaucoup de personnalité ou des coupes très... Que des big poses et exactement, des choses comme ça. Oui. C'est très intéressant, ça me plairait un jour. Je pense qu'il faudra juste changer un petit peu mon book et ça pourrait se faire. Tu as fait Milan, tu nous as un petit peu raconté comment s'est passé Milan. Tu vas toujours à Milan? Oui. Ouais. D'ailleurs, je vais y retourner en septembre. J'ai signé avec une nouvelle agence là-bas. Trop bien, félicitations. J'ai été au mois de mai pour deux jobs où j'étais bookée en direct, donc j'étais très contente. D'accord. J'ai fait mon petit trip là-bas, j'ai vu ma famille, après je suis rentrée à Paris. Ok, super. Et du coup, tu as été aussi en Inde. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai un rapport particulier avec l'Inde, mais j'aimerais bien que tu, du coup, nous parles de toi, ton rapport que tu as eu avec l'Inde. Si je ne me trompe pas, tu as été à Bangalore, donc dans le sud de l'Inde. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, la première arrivée de Jennifer en Inde. Alors, niveau organisation, fallait pas s'attendre à grand-chose, mais c'est vrai que quand tu arrives dans un pays et dans une ville où tu connais personne, tu sais même pas où tu vas dormir, parce que je demandais quelle est ma chambre. Il dit, je savais pas. Je lui dis bon, je vais dormir dans le salon, je sais pas. Okay. Mais heureusement, il y avait une fille qui a entendu que j'étais arrivée, donc elle m'a dit ah bah viens dans ma chambre et demain on va voir avec l'agence. Donc bon, heureusement qu'elle était là. L'Inde, c'était assez atypique. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais toujours passionnée par l'Inde et la culture indienne. Donc, c'est une expérience enrichissante au niveau culturel. J'ai bien travaillé pendant le premier mois. Ensuite, malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, je suis restée bloquée là-bas. Donc, j'ai pas travaillé pendant
3 mois, disons. Ok. Tu n'as pas que fait du mannequinat, tu Ouais. as aussi fait du coup une école de commerce. Exactement. Dans cette école de commerce, donc tu alternais un petit peu les deux, le mannequinat Oui, et l'école de commerce. exactement. Et est-ce que direct, quand tu as quitté ton école de commerce, c'était pour le mannequinat ou c'était pour une autre raison Ah non, l'école de commerce, je l'ai validée l'année dernière. Ah, Oui, donc d'accord, je suis c'était l'année très dernière. contente. Ok, Oui, oui, oui. félicitations. Ça t'a aidé dans ton projet Oui, entrepreneurial oui, aussi? oui. Parce que je faisais du business de la mode et du luxe, donc je suis restée dans le domaine. Et le mannequinat Voilà. rémunérait assez pour pouvoir vivre un appartement, un logement? Euh, Ça dépendait des périodes. Après, pendant la période du Covid, du coup, une fois que je suis rentrée de l'Inde pendant 1 an et demi, je crois, je travaillais à la réception. Voilà, j'ai trouvé un D'accord. petit job un peu plus stable. On est tous Que passés par là oui, de toute c'est façon. ça. Ok. Parce que c'est vrai qu'à Paris, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de casting. Et puis, même si c'était booké, c'était en direct. Et encore, il fallait, Bien sûr, ouais. ouais, fallait voir et attendre. C'est un peu le parcours de tous les mannequins, Mm. j'ai l'impression, sauf pour les 5-10% Ouais. qui sont new face et qui explosent du jour au On lendemain. pense que tout est beau, tout est bling bling, mais en fait, il y a énormément de travail derrière, énormément de passion et de détermination aussi. Parce que vraiment, comme ma mère le dit, il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Si tu veux vraiment faire quelque chose, bah oui, c'est pas toujours facile, Bien mais sûr. il faut bosser. Quand les gens viennent me voir pour que je les aide à devenir mannequin, ce que je leur dis le plus et ce que je vois, leurs caractéristiques qui m'intéressent le plus, c'est pas forcément l'aspect physique, c'est la détermination et l'envie qu'ils mettent dans ce projet-là, parce que en fait, c'est vraiment pas tout rose. Et le mindset est super compliqué à gérer. Oui. Il y a des mannequins qui veulent juste devenir mannequin pour pouvoir le poser sur leur bio Instagram et qu'on s'intéresse à eux, tout simplement. Mais en fait, ils signent des contrats d'exclusivité avec des agences qui ne s'occupent pas d'eux parce que eux ne font pas les efforts et du coup, l'agence n'a pas envie de les pousser. Exactement. Et en fait, on se retrouve avec des mannequins bloqués pendant 3-4 ans qui ont raté un petit peu leur carrière. Et ça arrive bien trop souvent. Et du coup, c'est ce que je dis souvent à ceux qui viennent me voir. Et j'analyse vraiment si c'est une motivation. Si c'est l'argent, la motivation, pareil, faut un petit peu oublier parce que ça viendra pas tout de suite. Par chance, des fois, on ne sait pas. Mais souvent, ça ne vient pas tout de suite. Donc ouais, c'est très important ce que tu racontes là et que prévenir un petit peu les gens qui aimeraient se lancer dans le mannequinat, c'est super important. On va revenir juste un petit peu sur ton voyage en Inde. Tu y es resté 3 mois. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se doutent pas qu'on peut faire du mannequinat en Inde. Oui, c'est vrai. Donc en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques comment ça se passe le mannequinat en Inde en termes de casting. Est-ce que c'est différent d'autres pays ? Oui. Alors, déjà, moi, ce qui m'a choquée, c'est que quand on m'a envoyé au casting, on me faisait le make-up pour le casting, mais vraiment full face make-up. En Europe, principalement, quand tu vas au casting, on te demande justement de ne pas avoir de make-up du tout. Ou à la limite, tu peux tricher, tu peux mettre un petit peu d'anti-cerne pour les filles, ou je sais pas, un petit peu de mascara, mais il faut rester le plus naturel possible. Bien sûr. Alors que là-bas, on te maquiller réellement. L'expression d'être un peu de peinture prend tout son sens. C'est ça. Donc ça, c'est mon premier petit choc. Au niveau des jobs, c'est beaucoup de e-com, de e-shop, ce qui n'est pas plus mal. Enfin, ça va. C'est quelque chose qui fait partie du métier. Donc au final, les journées, elles passent très vite. Ouais, c'est vrai que on les sent pas passer. Il y a aussi des campagnes et tout. Mais malheureusement, moi, la période où je suis arrivée, justement, il y avait beaucoup de e-shop. Et le moment où l'agence, elle voulait peut-être m'envoyer aussi à Delhi pour faire un peu plus d'édito et tout, confinement, donc j'ai pas pu. Super. C'est pas grave. Et t'es resté 3 mois, tu pouvais quand même un petit peu se rassurer de chez toi ou l'agence te disait fais attention quand même. Oui, il me disait quand même de faire attention, mais on respectait les consignes sanitaires. Donc il y avait des moments de la journée où on pouvait sortir, justement pour faire les courses ou faire quand même un petit tour. Bien sûr, ouais. Oui, de c'est la ça, te ville balader. et tout. Donc Oui. t'as pas passé un mauvais moment Exactement. non plus pendant 3 mois. Et j'ai eu cette chance aussi comme je faisais mes études en ligne, beaucoup de mes camarades de classe, ils étaient un peu éparpillés partout dans le monde. Et l'un de mes camarades de classe, il habitait aussi à Bangalore. Donc j'ai pu au moins avoir quelqu'un qui fait partie aussi de mes études, avec qui discuter, rencontrer aussi sa famille et tout. Donc j'ai quand même un petit pied-à-terre. Je sais pas. Accroche. Un petit accroche, voilà, exactement. On va parler d'un sujet qui va intéresser nos viewers et ceux qui nous écoutent. Quels sont
les problèmes en général, si tu en as un gros, n'hésite pas à nous le dire, que tu as pu rencontrer lors de ta carrière. Problème. Récurrents, tu vois, des problèmes récurrents qui reviennent souvent Ça, c'était beaucoup plus avant. Le fait de prendre les mensurations toutes les semaines à l'agence. Ok, ouais, et te dire ah, t'as pris 1 centimètre et tout. Ça, c'est limite. Ils te le disent de façon gentille, mais c'est vrai que c'est très stressant. C'est très stressant, surtout pour des filles qui commencent jeunes. Qui n'ont pas le mental de refuser, de dire non, qui ne sont pas forcément en accord avec leur personnalité. Quand tu te formes et que tu as peut-être 15 ou 16 ans et que tu commences, certaines remarques, elles te laissent vraiment... des marques. Exactement, et t'impactent vraiment l'esprit. Et soit il faut avoir un caractère bien fort, ou sinon c'est quelque chose qui va rester avec toi et ça se travaille avec le temps. Bien sûr. Ou ça empire. Ou ça empire, exactement. On a des cas d'anorexie qui sont toujours présents, même si les codes et beaucoup de mœurs commencent à changer. Et ça, il y a des lois maintenant justement que les agences ils peuvent pas prendre booker des filles ou juste signer des filles si elles sont en dessous d'un certain poids, et je trouve que c'est très très bien. Mais oui, la pression... Ce qui est très marrant, parce que très paradoxal aussi, on te mensure, on te dit « Ah, il faut peut-être perdre un tout petit peu » ou juste faire attention. Tu vas à un casting, tu fais des essayages, les vêtements, ils tombent. Donc, c'est tout le temps. C'est tout le temps comme ça, et tu te dis finalement, quel est le sample size du coup franchement, ça dépend. C'est des petits trucs de l'industrie qu'ils ont changé depuis. Bien sûr. Mais au début, j'étais en mode... C'est comme les chaussures, hein. Il y a bien marqué qu'on fait du 43 ou du 38 et on se retrouve avec du 40 ou du 46. Et après, pourquoi elle marche comme ça ? Bah attends, je suis en train de perdre ma chaussure. C'est tout le temps comme ça. Et pour un shooting, c'est un enfer parce que quand on n'est pas à l'aise avec ses pieds sur le moment présent, c'est Quoique pour les shootings encore, tu peux tricher parce que peut-être il y a des poses statiques ou voilà. Mais quand tu dois défiler ou c'est une première présentation, c'est atroce parce que tu as tous les yeux sur toi et t'as beau à faire genre tu veux bien marcher et tout, mais la chaussure, elle est partie. Forcément. On parlait un peu de ta personnalité. Est-ce qu'au premier abord, les gens se trompent sur toi ? C'est vrai que quand tu croises une personne qui est complètement en dehors de ça, soit il y a une certaine curiosité, ce qui est normal, on te pose des questions, comment ça se passe, est-ce que... notamment les questions dont on parle pendant le podcast, je vais avoir les mêmes questions. Ou sinon, on va me dire « Ah oui, je te pensais pas comme ça ». Ou « Ah, en fait, t'es intelligente ». Et des fois, je me dis « D'accord, j'ai l'air bête ?» Ça veut dire quoi ? C'est vrai qu'on a l'image de la mannequin, en plus je suis blonde, donc le mannequin un peu peut-être bête ou je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a ce stéréotype que quand une personne, elle prend peut-être soin de son physique, ne peut pas être intelligente aussi. Je trouve... Moi j'ai l'impression que ça fait peur de remplir toutes les cases. Exactement, et soit malheureusement la jalousie des fois qui font qu'on aime bien te trouver des défauts et d'aller chercher les petits pics qui peuvent un peu t'atteindre parce qu'on pense que t'es pas une personne normale et en fait t'es tout à fait normal. C'est juste que voilà tu t'affiches, t'as une certaine quand même, influence. je tiens à préciser, c'est pas tout le monde comme ça, hein. C'est rare, mais il y a quelques personnes qui peut-être se sentent intimidées aussi, et pas forcément de la part de femmes, ou surtout de la part d'hommes, je sais pas, peut-être ils sont intimidés, c'est ça. Je pense je sais pas. Pour avoir eu des retours moi en tant que mannequin, chaque fois que je rentrais, les premières questions c'est alors les mannequins femmes comment elles étaient, etc. Alors que nous c'est des collègues, c'est ça. on se croise au casting, même ceux qu'on connaît pas, je sais pas si ça t'arrive, et on les croise dans une soirée du mannequinat, et puis on revient au casting le lendemain, et puis là du coup on se parle, ou même pendant les castings, et inversement on se croise aux soirées, donc en fait c'est des collègues, c'est des amis. Et bien souvent, ça forme aussi des belles amitiés. C'est ça. Mais en fait, ça paraît tellement inaccessible quand tu viens pas du mannequinat que du coup, on a toutes ces questions-là. Mais ça m'étonne pas que la part de certains hommes peuvent te poser des questions comme ça. Avant de faire un petit jeu, je vais te poser une dernière question. Quel est le moment le plus mémorable de ta carrière ou quelque chose qui t'a marqué ? Alors, un job très très cool que j'ai pu faire l'année dernière, c'était être dans le clip de Bad Bunny. Ok. C'est arrivé un peu random, du jour au lendemain, mais c'est vrai que souvent, on est booké du jour au lendemain en tant que... Ah, il a fait appel à une agence de mannequins ? Non.
Il t'a trouvé directement sur Instagram? Certaines filles étaient bookées via des agences et certaines, comme moi à l'époque, enfin l'année dernière, j'étais un full freelance. Donc moi, on est passé directement, enfin la production, hein, pas lui. Ouais. La production, elle est passée via mon Instagram. Du coup, on m'a contacté et j'ai accepté. Et le job, il était hyper cool. Une petite anecdote sur Bad Bunny? Quelque chose qui t'a surpris, que tu dis ah bah. Très gentil. Ouais. Très gentil, un peu timide. D'accord. Donc, voilà. Ok. Non, c'était non, franchement, ça s'était très bien passé. On s'est beaucoup amusé pendant le tournage. C'est vrai qu'il faisait beaucoup confiance à son équipe de production, ce qui est normal. Et du coup, on avait un peu carte blanche. C'était un clip qui n'était pas du tout vulgaire. Donc toi, ton image était un petit peu sécurisée aussi. Oui. Du coup, on va passer à un jeu maintenant qu'on a appelé la Minute Mode. Okay. En fait, tu vas avoir le choix entre deux options et tu vas me dire sans explication ce que tu préfères. Ok. Alors, on est basé sur le mannequinat. Tu verras qu'il y aura des questions. Des fois, tu vas dire c'est en général le mannequinat. N'hésite pas à me poser la question si tu as un doute. Alors, vintage ou moderne? Vintage. Casting digital ou physique? Digital. Décontracté ou habillé? Habillé. Pose minimaliste ou posing fast? Un mix des deux. Imprimé animal ou imprimé floral? Animal. Talon ou basket? Talon. Maquillage ou naturel? Naturel. Matinal ou nocturne? Nocturne. Défilé de mode ou shooting photo? Shooting. TVC ou campagne photo? Campagne photo. Travail en solo ou à plusieurs? À plusieurs. E-commerce ou marque indépendante? Marque indépendante. Travail en Europe ou à l'étranger? En Europe. Voyager léger ou avec beaucoup de bagages? Léger, mais... T'achètes sur place. Exactement. Tu tires de la place. Mode de vie actif ou détente? Actif. Ouais, t'as pas le droit de me dire détente après tout ce que tu viens de me dire. Non. Podcast sur la mode ou livre audio sur l'entrepreneuriat? Podcast sur la mode. Être invité au défilé de mode ou y travailler? Être invité. À partir de, on va dire, 28 ans, 32 ans, la reconversion professionnelle. Et tout de suite, on doit tout de suite l'envisager. Comment tu l'appréhendes ça un petit peu? Alors, moi, mon rêve depuis que j'étais toute petite, c'était d'être une artiste complète. Donc, je veux toucher à tout. C'est pour ça que j'ai fait de la danse et je continue d'ailleurs même aujourd'hui. L'acting, c'est quelque chose qui est en progrès, mais que j'aimerais bien toucher à ça. D'accord. J'aime bien l'écriture aussi. Bien sûr. Donc toucher à tout simplement. Okay, c'est trop bien. Est-ce que Instagram est le portfolio, le carnet d'adresses ultime? Parce que pour rappel, tu as 105 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que vraiment ça a une plus-value? Est-ce que c'est des réels abonnés? Parce que ça, c'est la question que tout le monde va se poser. Je suis obligé de te la poser. Oui. Mais du coup, parle-nous un petit peu d'Instagram. Ah oui, moi, je peux pas cracher sur ce réseau. Il m'a beaucoup aidé, sincèrement. Parce que même pour mes débuts en tant que mannequin, j'ai été repérée grâce à Instagram. Et c'est vrai que ça fait 1 an et demi, 2 ans, où j'ai commencé à gagner un abonné parce que l'algorithme d'Instagram, il avait un peu changé. Donc j'ai eu quelques posts, voire réels, qui ont été viraux. Viraux ou viral? Viraux, ouais. Viraux, je crois. Ce qui fait que mon profil a été poussé au niveau des marques, mais pas de façon en mode oui, on veut la booker parce qu'elle a tant d'abonnés. Mais juste, on découvre mon profil parce que l'algorithme fait que mes posts, ils sont mis en avant et dit « Ah tiens, elle fait du mannequinat aussi, donc pourquoi pas, on va la booker. » Donc, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Oui. Tu as des notions d'algorithme Maintenant, oui, avec mon école, j'ai pas mal étudié le marketing, le marketing digital. Et c'est à partir du moment où je me suis dit « Tiens, je vais essayer de... analyser mon algorithme et essayer de faire en sorte que peut-être mes posts ils soient poussés au niveau de Instagram », ça a marché. Et j'étais en mode, tant mieux. Donc tu avais taffé. Oui, exactement. Et tu peux nous raconter un petit peu l'ascension des followers? Parce que j'ai l'impression que quand on retrouve souvent sur Instagram, il y a des paliers. Oui. Donc on passe du 2000 à 5000 au 10 000. Et puis du 10 000, j'ai l'impression qu'on passe directement
aux alentours des 20 000. Et Mhm. puis après, au-delà des 20 000, quand on commence à performer un petit peu, là, on compte plus les chiffres et ça peut Ouais. vraiment s'envoler. Je faisais quand même des posts pro depuis que j'ai 17, 18 ans. Je commençais à poster un peu plus des shootings pro. Je me rappelle plus, mais ouais, je pense que j'étais aux alentours de 2000. D'accord. Ensuite, j'ai atteint le cap des 10 000 avec le mannequinat, forcément les contacts, des gens ils republient, les marques ils republient, donc ça s'est fait assez naturellement. C'était des et gens du monde de la mode ou c'était oui, des abonnés lambda des abonnés lambda Ok. aussi. En Inde aussi, ça m'a beaucoup Ah aidé. bah. Je sais pas pourquoi tu mets la localisation Inde et du coup, forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés de là-bas. Bien sûr. Ensuite, j'ai stagné à 10 000 pendant 1 an ou 2. Et comme je t'ai dit, il y a 1 an et demi ou voire 2 ans où j'ai commencé à travailler un peu plus sur... après le Covid, j'ai commencé Ok. un peu plus bosser sur mon Instagram et tout. Là, c'est allé très très vite. Ok. Genre, je suis passée de 10 000 à, ouais, comme tu dis, 20 000, mais en l'espace de quelques semaines. Ensuite, 50 000. Et j'ai stagné à 80 000 pendant 1 an. Et c'est là récemment où je suis passée à 100. Ouais, j'ai gagné 20 000 followers d'un coup. Dis-nous tout, quel est ton secret? On veut tous le savoir. C'est la fréquence des publications. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas publier tous les jours. Enfin, sauf si tu veux publier tous les jours de manière constante et tu as beaucoup de contenu, tant mieux pour toi. Moi, malheureusement, j'ai pas tout le temps de faire des posts ou préparer des posts en avance. Donc, si tu fais un post par semaine et un réel par semaine, parce que l'algorithme n'est pas le même, il faut que tu aies de manière constante, tu publies... Diversifier le contenu ou Non. toujours un petit peu la même... Tu dois avoir quand même ta petite signature. D'accord. Moi, au début, ce que je me suis dit, c'est peut-être la palette couleur. Ok. J'allais sur mon feed Explorer, je commençais à liker des photos qui sont similaires à ce que je poste pour que l'algorithme il comprenne ce que moi je propose à mon audience. Smart. Et ça m'a aidé. Au début, les hashtags aussi. Puis ensuite, je les ai enlevés parce que ça va pas trop. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu commences un peu plus à comprendre ton Explorer, tes posts ils vont être mis en avant aussi sur l'Explorer des gens. Donc ça s'est fait comme ça. Il y a du contenu que tu regrettes d'avoir posté? Non, Jamais. non. En fait, je réfléchis tellement en avance sur le contenu que je poste et je suis tellement critique envers ce que je poste que c'est réfléchi d'avance. Après, si je vois que certains... J'aime pas avoir énormément de publications et c'est vrai que les années passent. Peut-être tu te dis, je me retrouve plus dans la personne que j'étais à ce moment-là. J'archive tout simplement les publications, mais sans regret ni de la personne que j'étais ou le contenu que j'ai posté, parce qu'au moment où je l'ai posté, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était pertinent. Bien. Instagram, pour moi, c'est comme un jeu. Parce que dès que tu te focuses vraiment sur les vues, les likes et tout, ça peut vraiment mettre un coup à ton estime de soi ou même ton cerveau. Et là, ça va dans l'excès. Il faut vraiment le prendre comme un jeu. Tu le fais par plaisir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Bien sûr. Il n'y a pas que les abonnés qui comptent. J'ai vu que du coup, et même tu nous en as parlé un petit peu, tu es auto-entrepreneuse, donc une entrepreneuse dans l'âme. De toute façon, quand on est mannequin, on est de toute manière entrepreneur parce qu'on investit sur nous-mêmes, du coup, outre le mannequinat. Du coup, parle-nous un petit peu de ton magazine, c'est ça? Alors, si j'ai peut-être pas tout bien compris. Oui. Vas-y, je te laisse nous raconter. C'est pas mon magazine, mais moi, je travaille en tant que studio manager. D'accord. Dedans, donc on est une petite équipe, donc je participe un peu à tout, le côté administratif, l'organisation des shootings, les castings et tout. C'est ton école de commerce qui a... Non, c'est par moi-même, via les contacts que j'avais. Enfin, j'avais déjà travaillé avec le photographe et du coup... Mais c'est en rapport avec le mannequinat ou c'est plus en rapport avec ce que tu as pu faire du coup en école de commerce? Un mix des deux. Un mix des deux? Oui, parce que les contacts des agences ou des mannequins, ça c'est grâce au mannequinat. Après, le côté vraiment business, administration, c'est grâce à l'école de commerce que j'ai pu avoir quand même une base pour travailler là-dedans. Ok, donc tu es quand même avec une équipe. T'es pas celle qui embauche l'équipe, mais tu as quand même un rôle important dans cette structure. Oui. Quel est le nom du magazine? On pourra l'afficher à l'écran ou on pourra le mettre du coup aussi dans... C'est Magnifique Magazine. Magnifique. Ah bah c'est connu, avec le K à la fin? Exactement. Ah bah je vois très bien. Oui. Donc voilà.
Ok, C'est bah, très artistique, ouais, c'est top. beaucoup de la photo et du nu, du coup, Ok. notamment. Et Voilà. toi qui aimes en plus tout ce côté artistique, Exactement. etc., du coup, la création, tu Oui, peux te développer et du coup, oui, c'est ça. laisser cours à ta créativité. C'est ça. Ah, c'est top. Bon, on va revenir un petit peu sur le côté bling bling. On Oui. va attirer l'attention des auditeurs. Gossip time. Exactement. Est-ce que l'image du mannequin invité aux grosses soirées privées est vraie? Oui. Ouais. Enfin, ça dépend des personnes. Si tu es quelqu'un de très sociable, qui aime bien le networking, moi je suis comme ça, j'aime bien discuter avec tout le monde, j'aime bien toujours élargir mes contacts et tout. Forcément, derrière, oui, tu seras invité à des soirées, de la Fashion Week ou des soirées où il y aura beaucoup de monde de la mode. D'accord. Ou C'est de- souvent d'autres. des événements ou c'est plutôt des soirées particulières, c'est-à-dire il y a une personne qui invite tout le monde et c'est souvent redondant, c'est souvent la même personne. Un mix des deux. Un mix des deux, Avec les réseaux sociaux, souvent j'ai déjà des invitations qui me sont envoyées ouais. via De mon gens que tu adresse. connais pas Exactement. forcément. Oui, via mon adresse email. D'accord. Ou sinon des gens qui m'envoient un DM, écoute, j'organise telle ou telle soirée, est-ce que tu veux passer? Et c'est souvent des personnes avec lesquelles j'ai déjà des personnes en commun. Il y a des personnes, souvent la même personne aussi, qui organisent des événements ou des soirées qui m'invitent. Voilà. La soirée la plus mémorable, la plus grosse soirée que tu as pu faire et où tu t'es dit waouh, là c'est stylé. Il n'y a pas une soirée. Mais c'est vrai que pendant la Fashion Week, il y a beaucoup de soirées. De soirée, ouais. Et finalement, post-show, post-show, ouais. oui, soit c'est des after-shows, Ouais, after soit show. sinon c'est des soirées en boîte, tout simplement, Ok, ouais. avec des performances d'artistes connus, tu vois. Ok. Et c'est là... T'en prends plein la vue. Oui, mais souvent on rencontre les mêmes personnes. D'accord. Franchement, Toujours les mêmes invités. Exactement. Donc le networking ne marche plus Oui, trop au bout d'un moment. en fait, peut-être t'as des nouveaux sûrement, mais finalement un tel connaît tel, donc c'est très petit. On croise souvent presque les mêmes personnes ou des Bien sûr. personnes qui connaissent d'autres personnes, donc ouais, le milieu il est très petit. Comment gères-tu ton image dans ces soirées-là? Est-ce que on a une Jennifer qui Non. boit des tequila shots ou est-ce qu'on a une Jennifer qui boit du Coca Zéro parce que il faut Non, il faut moi montrer. quand je vais en soirée, j'aime bien aussi être en soirée et profiter de la Bien soirée, sûr. que ce soit Sans peur de jugement. exactement, je reste toujours fidèle à moi-même. Après, attention, l'alcool est à boire avec modération. Je suis jamais arrivée à un stade où je pouvais pas me gérer moi-même. Ouais. C'est vrai aussi que tu as une certaine image à garder parce que même moi, ça me ferait pas plaisir. Et j'en ai vu des personnes qui pouvaient pas se Ah ouais. gérer à côté de moi. Ok. Et tu te dis, je veux pas être à cette place-là. Et puis même, quelle image sera renvoyée auprès des gens. Ouais. En général, même si c'était pas une soirée de la mode avec des gens que peut-être tu connais. En dehors de ça, c'est pas quelque chose qui Bien sûr, m'attire. ça- Donc, oui. ça- Non. pour l'image, c'est Oui, important. oui, tequila shot de temps en temps. Bon, on reste toujours dans le bling bling. Est-ce que tu rencontres régulièrement des célébrités? Oui, alors, j'ai déjà rencontré pas mal de célébrités, mais je pense qu'avec l'âge, ou je sais pas, ou en général, j'étais jamais quelqu'un qui se laisse impressionner par le statut ou la notoriété que quelqu'un peut avoir. Pour moi, on est tous humains, on est tous pareils, donc non, je vais pas avoir un comportement différent D'accord. que tu sois une star, que tu sois, je sais pas, le serveur, j'en Bien sais sûr, rien. ouais, ouais. Pour moi, une personne, c'est ce qu'elle Ouais. dégage, ce qu'elle a dans l'âme, la politesse, l'étiquette qu'elle a. Pour moi, ça, c'est des valeurs que tout le monde doit avoir. Quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, est-ce qu'il est tout de suite accueilli par des gens qui vont directement lui parler ou c'est à lui de faire Non, l'effort? c'est à lui de faire Ouais. l'effort. Et Parce que c'est bien souvent... vu, Oui, parce que souvent, les personnes, évidemment, tu as une soirée, beaucoup de personnes déjà se connaissent. Donc, ou peut-être, tu sais, c'est des périodes assez intenses. Surtout, je te parle du moment pendant la Fashion Week où il y a énormément de monde. C'est déjà des journées très intenses de travail. Donc, souvent, quand tu es en soirée, t'as pas envie forcément de... peut-être ta batterie sociale, elle redescend un peu à zéro. Tu as envie de rester avec ton groupe. Mais c'est pas pour autant que si quelqu'un vient te parler, discuter de manière polie et juste aimable,
tu vas pas leur parler. Bien sûr. Ouais, voilà. Donc, franchement, ça dépend des personnes. Ouais. Voilà. Bon, bah, vous le savez au moins maintenant, quand vous croiserez Jennifer, si elle vous remballe, c'est pas qu'elle est méchante, c'est juste qu'elle a pas envie. Non, mais en général, je suis très gentille avec tout le monde. Ouais. Donc, Bon, bah, tant mieux alors. vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer sur une catégorie, on va parler plus des tabous en général sur le mannequinat. Donc, démystifier un petit peu Oui. toutes ces choses auxquelles il ne faut pas parler. Je sais que c'est assez délicat, donc pareil, si tu n'as pas envie d'en parler, tu me le dis. Moi aussi, je prends des risques, parce que forcément, on va peut-être dire des choses que les agences, les mannequins, les photographes n'aimeraient pas entendre. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit aussi. Mais en même temps, j'aimerais bien que ce secret, que ces choses tabous soient maintenant exposées. On peut parler librement de ce qu'on veut, sans forcément critiquer, et juste donner un avis et débattre autour. Donc voilà. Parle-moi un petit peu de la concurrence. Est-ce qu'elle est un petit peu rude dans ce milieu ? Non. Moi, sincèrement, le stéréotype de comme quoi les filles elles s'arrachent les cheveux pour avoir un job, jamais eu. Au contraire, tu fais tellement de bonnes rencontres et d'amis au final. Mais même moi, je sais des fois si je suis pas bookée sur un truc, ou peut-être je sais que mon profil il correspond pas. Au contraire, je vais renvoyer la balle vers une copine mannequin que je sais dont le profil peut correspondre. Pour moi, c'est normal, on s'entraide. Même si vous êtes sur le même casting, tu es trop contente. Exactement, que ce soit, oui. Donc peut-être c'est une question de chance, mais je me suis jamais confrontée à des personnes qui étaient vicieuses, où il y avait beaucoup de concurrence ou de compétition. Bien sûr. Au contraire, non, voilà, je l'ai très bien vécu. Est-ce que les agences t'ont toujours soutenu, ou il y a vraiment des fois où tu t'es senti délaissée, où ils mettaient plus des mannequins en avant parce que soit les contacts, soit qui travaillent mieux en général et du coup ils étaient bookés? Alors, un des trucs que j'ai appris, c'est jamais se comparer aux autres. Trop bien. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc je pars jamais du principe s'ils m'ont délaissé, c'est parce qu'ils se focus sur d'autres personnes Bien ou sûr. Pas. Je me dis ok, peut-être c'est pas la bonne agence pour moi, vraiment sans rancune, zéro. On a tous, on s'entend comme dans les entreprises lambda. Des fois, tu te sens mieux dans une entreprise plutôt que dans d'une autre. Donc oui, des fois, je me suis sentie délaissée, mais il faut envoyer des messages ou juste dire écoute, je suis là. Mettre son ego de côté. Exactement. Et dire que c'est pas... Oui. S'il y a un problème qui est récurrent, des fois, c'est pas forcément la faute des autres, mais c'est peut-être le tien. C'est ça. Tu prends de l'initiative. Et ça plaît toujours parce que tu dis la personne, ça veut dire qu'elle est vraiment motivée. Donc, et puis en plus, ils ont 100 000 trucs à gérer. Exactement. Donc en fait, quand tu prends les devants à leur place, forcément, ils vont apprécier. Oui. Est-il facile de travailler dans le monde de la mode, en général ? Non. Tu le conseilles pas. Mais franchement, c'est le premier conseil que ma mère, elle m'a donné. D'accord. Elle a travaillé un petit peu dans la mode aussi. Okay. Donc, en soi, j'ai grandi un peu avec ça. J'avais déjà certains repères ou certaines anecdotes que moi, je connaissais du milieu. Et elle m'a dit, je te conseille pas. Mais elle m'a dit, bon, après, si t'es têtu et que tu veux quand même, tu vas te confronter et faire toi-même ta propre expérience et tu feras ton avis. C'est ce que je rappelle souvent à ceux qui veulent commencer aussi et qui me posent des questions. Peut-être, c'est pas aussi physique que certains jobs, quoique. Voilà. Et même, en fait, c'est physique mentalement. Physique mentalement. Ouais. C'est comme les échecs ou le poker qu'on dit c'est pas un sport. C'est ça. Alors que... Mais tu peux craquer très facilement. Ouais. Donc c'est ça. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes malsaines? Tu as fait face à des personnes malsaines, c'est quelqu'un qui te voulait vraiment du mal parce que toi, ou c'est plutôt dans le milieu en général que cette personne est considérée, on t'a prévenu, attention, ça va se passer comme ça? Non, jamais été prévenue. D'accord. Mais par contre, oui, des personnes malsaines, malheureusement, il y en a dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le milieu de la mode ou en dehors. Des personnes qui te veulent du mal, surtout quand tu es jeune. Beaucoup de personnes veulent profiter peut-être de ta naïveté et c'est pour ça il faut toujours rester un peu sur ses gardes. Coupable jusqu'à preuve contraire. Voilà. Je fais référence ici notamment peut-être à certains photographes, tu vois, qui peut-être là où la dynamique du pouvoir, elle peut être... hiérarchique. Mais il faut toujours rester fidèle à soi-même parce qu'il y a des gens qui vont profiter tout simplement de leur pouvoir ou de ta naïveté. Et tout ce qui gravite autour, concours de mannequins, formation,
école. Alors moi je prêche ma paroisse aussi, Ah, oui. forcément, parce que je suis dans le coaching et qu'on peut souvent, surtout en ce moment, l'essor du coaching, de la formation, voilà, il y en a beaucoup qui en profitent. Il y a des très bonnes choses. Moi-même, je suis consommateur de formation. Oui. Je n'ai jamais été déçu, personnellement. Et c'est ce qui m'a donné, moi, envie d'ouvrir le coaching. Mais je sais que d'autres personnes, un peu plus malsaines, n'hésitent pas à en profiter et créer des choses qui n'existent pas, tout simplement, ou qui ne servent à rien. Oui. Et en plus, gardent les mannequins un temps fou dans ces choses-là et ils n'avancent pas. Alors que des fois, juste avec un bon contact, moi c'est ce que je dis, je demande à personne de payer, je demande bien de réfléchir, que c'est un investissement, le mannequinat, qu'il faut être sûr de soi quand tu as de l'argent, qu'il faut pas faire all-in, il faut pas tout miser, si te conseille pas de faire 3 shootings à 1200 €. Ouais, du point de vue économique, c'est bête, tu vas pas investir tout ton argent dans un projet comme ça. Mise en contexte, j'ai ma marque de vêtements, j'ai besoin d'une mannequin pour shooter ma nouvelle collection. Je tombe sur ton profil. Combien me coûte une Jennifer? Alors, je suis très gentille, parce que si c'est une nouvelle marque, je sais ce que c'est d'ouvrir un business et tout, donc je suis un peu indulgente sur les prix, mais quand même, moi aussi, j'ai un loyer à payer, j'ai aussi des frais à vivre, donc pour une journée de shoot avec une nouvelle marque qui vient de commencer, qui me dit on n'a pas énormément de budget, ça serait genre 600 €. Ok, voilà. Ouais, très raisonnable. C'est très raisonnable. Pour un full day? Full day, ouais. Mais si c'est pour... en fonction de la marque, ça serait minimum 1000 € par jour. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ok, ça. D'accord. Ouais, donc en vrai, c'est les prix basiques. Moi, ça, c'est quelque chose qui a été dur pour moi de comprendre. Mais souvent, je faisais vraiment trop de réductions, trop de ristournes pour avoir le job. Oui. Et des fois, tu pouvais être un full day à 200 €. Et tu travaillais même des fois 10-11 heures. Et au final, pour 200 €, bah, tu étais content parce que c'était un petit peu d'argent et tu en as besoin dans tous les cas. Mais en fait, il faut quand même savoir se respecter son travail. Derrière, des personnes vont se faire de l'argent sur votre dos, utiliser votre image. Et c'est important de poser les bases tout de suite. En fait, parce que plus tu as de l'expérience, évidemment, plus ça va être rapide. Et le contenu que derrière, il va être créé, il sera qualitatif. Bien sûr. Alors que si tu viens de commencer, c'est de l'expérience pour toi aussi. Exactement. Donc, ça va être du Les premières payes, c'est exactement. sûr. Une petite anecdote croustillante que tu peux nous raconter sur ta pire expérience en shooting. Une anecdote marrante, disons, en Inde. C'est du e-com, souvent ce qu'on fait. Donc, je faisais du e-com. T'es tourné de dos. Tu demandes, je peux me retourner maintenant? Personne te répond. Je dis, je peux me retourner? Personne te répond. Du coup, tu es en mode, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes la tête. Et en fait, ils étaient là comme ça. Parce que pour eux, ça veut dire oui, tu vois. Et en fait, tu dis, mais les gars, parlez. Parce que du coup, moi, je vous vois pas. Donc voilà, c'est des moments de gêne, malaise un petit peu. Un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur personnellement, parce que j'ai pu en faire au cours de ma carrière et c'était pas forcément de mon propre chef. On va parler du nu. Est-ce que toi ça t'est arrivé d'en faire? Oui, j'en ai déjà fait. Ok. Dans quel cadre dans un premier temps? Personnel, mais plus pour mon book. D'accord. On te l'a demandé pour le book? Non, c'était par moi-même. D'accord. Mais parce que, alors, quand tu fais du nu, en tout cas, ce qu'il faut que... Enfin, le rendu, il doit être très qualitatif. Ou en tout cas, tu dois le faire avec un photographe qui est très très bon dans ça. D'accord. Pour pas que ça soit vulgaire. Bien sûr. Ou ça soit trash. Bien sûr. Voilà. Donc, justement, j'étais avec un très bon photographe pour ça. J'ai kiffé le rendu. Trop bien. Et puis même moi, pour mon plaisir personnel, je me dis, quand j'aurai 50 ou 60 ans, je vais me dire, ah ben tiens, j'étais comme ça à l'époque. Donc voilà, c'est juste, voilà. Et puis il y avait des très beaux portraits. Ouais. Donc non, j'étais contente. On l'a utilisé pour mon book à l'époque, parce qu'évidemment, le book, il faut le refaire tout le temps. Donc voilà, je l'ai fait à ce moment-là. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire de façon récurrente. Tout simplement parce que ça m'intéresse pas et que j'ai déjà une image suffisamment un peu sexy que je veux pas non plus tomber trop dans ça, parce que même c'est compliqué après pour les clients, pas pour une question que tu fasses du nu ou du sexy ou pas, c'est juste qu'ils vont se dire mais attends,
Du coup, est-ce qu'elle va être bien pour notre marque Une au image de final? marque derrière. Exactement. Même pas. Mais juste, est-ce qu'elle va pouvoir shooter pour nous? Est-ce qu'elle sait comment c'est d'être habillée? Ah Non, oui, rien, d'accord, oui, tu oui, vois, oui, des rien questions toutes de bêtes, mais logistique. ouais, Mais en ok, fait, on n'y pense pas, mais c'est comme ça. ok. Donc voilà. Et du coup, est-ce que ça a une plus-value de faire du nu? Si tu le fais pour toi, oui. Après, je pense que dans le book, il faut être polyvalent, il faut avoir un peu de tout, Bien sûr. histoire que la marque, ou même pour des éditos, pour faire des belles, ouais, des beaux éditos, pour travailler pour des grands magazines et tout. Peut-être, oui, un édito, une photo comme ça, que ce soit un peu du nu caché et tout, pourquoi pas. Et même souvent, nous, pour les filles, on a même des vêtements qui sont un peu transparents et tout. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pour accepter mon corps. Ouais, c'est la question, mais Franchement, tu rebondis c'est super bien. ouais. Quand une fois avoir fait le shooting, en fait, avoir fait du nu, ça m'a beaucoup aidé à accepter mon corps et me sentir plus à l'aise parce que j'avais déjà traversé une étape que tu mets n'importe quel vêtement, maintenant c'est bon. Ouais. Tu t'étais pas forcément à l'aise avant avec ton corps? Non, mais je Ouais. pense que ça, c'est un problème avec tout le monde. On pense Ok. que on est à l'aise, on est confiant en soi, mais c'est un travail constant. C'était un petit défaut en particulier ou c'était de manière globale? Non, c'est Manière juste globale. global. Ouais. Ouais. La différence entre poser nu et habillé dans le mannequinat, moi, ma question, je l'ai tournée en termes de pose, parce que je sais que quand on n'a rien à agripper, quand on n'est pas forcément à l'aise avec le nu, Oui. quelle différence est marquante vraiment? Alors moi, je trouve que le lieu fait tout. D'accord. Parce que du coup, tu peux avoir une certaine inspiration. Si c'est à l'extérieur, bah, parfait. Tu es à côté d'un arbre, tu vois, tu prends une feuille, j'en sais rien, tu joues avec le décor. Je l'ai fait, ce shooting. Je l'ai fait. Voilà. Bon, on va attaquer le dernier jeu après. Penses-tu que les photographes de nu peuvent contribuer à la désexualisation du corps de la femme en particulier? Si c'est fait de manière qualitative et belle, oui. Si c'est fait de manière trash ou pas, ouais, ça n'aide pas forcément. Bien sûr. Parce que souvent, moi en tout cas, j'ai beaucoup de photographes qui me contactent, auxquels je suis désolée, mais je réponds pas parce que ça m'intéresse pas, me faire du nu. Et je sais pas à qui ils s'inspirent ou d'où ils ont pris leur inspiration, Bien sûr. mais j'ai plus l'impression qu'ils font ça pour leur propre plaisir personnel. Ouais, c'est vrai. Et c'est là, du coup, il y a les red flags. C'est totalement vrai. Il faut un peu Ouais, s'éloigner de ça. Et je dis non, ça m'intéresse pas. À partir du moment où tu fais du nu, c'est parce que tu as envie de faire, bah, par exemple pour le magazine auquel je travaille, c'est un éloge à la femme, Bien la sûr. beauté de la femme, notamment nos talents, ils racontent un petit peu leurs histoires. Donc oui, tu te mets à nu, mais d'une façon qui est très belle et délicate. J'ai en tête un photographe, alors je ne le connais pas du tout personnellement, je sais qu'il y a des gros mannequins qui ont travaillé avec lui. Arthur Hubert Legrand, il me semble que c'est son nom. Il a à peu près 25 000, 30 000 abonnés sur Instagram. Je le suis, il fait que du nu sur les toits parisiens. Okay. Il a des gros mannequins quand même. Et franchement, je trouve que son travail est très très pertinent. Et d'ailleurs, si jamais ça revient à ses oreilles, ça serait avec plaisir qu'il puisse raconter un petit peu son expérience vis-à-vis de ça sur ce podcast-là. Mais en tout cas, ouais, je le suis. Il y a vraiment des photographes qui font un travail, en tout cas visuel. Je ne sais pas le fond, je ne connais pas du coup. Mais même photographe en particulier. Que ce soit t'es dans le mannequinat ou dans n'importe quelle industrie artistique, quand je parle de polyvalence au niveau de ton travail, ça pour les photographes, aussi exactement les photographes. Tu fais du nu, tu peux en faire parce que oui, il y a une certaine créativité, il y a beaucoup plus de réflexion derrière peut-être une photo où la fille elle est nue, parce que tout le reste derrière doit être beau et doit y avoir une histoire qui est construite. Mais il faut aussi que derrière, peut-être tu travailles un peu plus dans le commercial, fashion, etc. Bien sûr. Alors que justement, quelqu'un qui fait que du nu et qu'en plus c'est pas très beau, c'est là où tu te dis, ok, difficile. Et même, je ne conseille pas de shooter peut-être avec ces personnes-là. Bien sûr. Ouais. On va tout de suite passer au dernier jeu que j'ai appelé le défilé des mythes. Okay. Voilà, je vais te dire tout un tas de stéréotypes sur le mannequinat. Tu vas répondre par vrai ou faux, oui ou non. Si tu as envie d'expliquer, t'hésites pas. Et on commence tout de suite. Ok, on enchaîne. Parfait. Les mannequins ne mangent jamais. Faux. Tous les mannequins sont riches. Faux. Les mannequins sont tous naturellement minces sans effort. Faux.
L'industrie de la mode est toujours glamour. Faux. Les mannequins sont toutes superficielles. Faux. Ah, il y a beaucoup de faux. Hein. Les mannequins n'ont pas besoin de compétences, juste d'un bon look. Ah, Ça rejoint? ça rejoint. Alors, j'ai envie de dire faux parce que, oui, évidemment, la personnalité aussi, elle compte, mais c'est très, ouais, Bien sûr. ouais. C'est très, enfin, c'est rare. C'est rare qu'on va te demander vraiment ton avis. Souvent, les castings, c'est très rapide. Donc, oui, il faut avoir un bon look. Faut être confiante en soi. Donc, oui, les premières secondes où tu as rencontré un casting directeur ou la marque et tout, sauf si tu restes vraiment 10 minutes et tu parles avec eux, c'est souvent la première impression qui compte. Bien sûr. Donc, j'ai envie de te dire, ça, c'est à 90% en vrai. Être mannequin, c'est facile et relaxant. Faux. Tous les mannequins finissent par devenir actrices. Faux. Alors ça, c'est un stéréotype, hein, Oui. mais c'est vrai que souvent, on se met sur le milieu du En cinéma fait, parce c'est que... ouais. souvent beaucoup d'acteurs Ouais. actuels qui ont fait du mannequinat avant, mais il y a tellement de mannequins qu'au final, ils ont fini par travailler dans des Oui, c'est entreprises, ou vrai, juste ouais, ils deviennent se bookers, marier, ou aussi, j'en ouais, sais des choses comme rien, ça, juste avoir une autre vie. ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les mannequins sont toujours jeunes et ils prennent leur retraite très tôt. Oui. Il n'y a pas de place pour la diversité dans le mannequinat. Malheureusement, c'est vrai, ça change. Je pense que l'industrie, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup fait de progrès, Bien sûr. mais ça pourrait être encore mieux. Les mannequins n'ont pas d'opinion et ne sont que des visages. C'est vrai. Non, Non, alors malheureusement, oui, on n'a pas tout le temps. Ils ont Ouais. pas, enfin, surtout quand tu es un casting, t'as pas forcément le temps de raconter ta vie ou de parler de toi. Donc oui, tu es considéré comme un cintre. Au final, ils vont regarder C'est ça. comment l'habit il est sur toi. Et c'est rien de personnel. Faut juste comprendre que des fois, ton look il matche pas avec, voilà. Donc au premier abord, oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus derrière. Bien sûr. Tous les mannequins vivent dans une capitale ou dans une grande ville. Une majorité. Important. Oui. Des fois, ça joue sur les castings. Exactement. Castings Oui. digitaux. Castings digitaux, ou sinon des fois tu as des castings à la dernière minute, donc évidemment tu dois prendre le train ou un avion pour venir dans la capitale, ou là où il se passe le job, oui c'est un peu plus compliqué au c'est niveau sûr. logistique. Les mannequins passent tout leur temps à voyager dans des endroits exotiques. Faux. J'aimerais bien. Hein. Bien sûr. Quitter la grisaille de Paris. Ah oui. Les mannequins sont constamment entourés de glamour et de luxe. Vrai. Tout le monde peut devenir mannequin s'il est assez beau. Faux. Les mannequins n'ont jamais de mauvaises journées de travail. Faux. Tous les mannequins sont obligés de subir des chirurgies esthétiques pour réussir. Alors moi, zéro tabou, j'ai rien contre ça. Bien sûr. J'ai déjà fait de la chirurgie, mais avant. D'accord. Le mannequinat mannequinat. Okay. J'ai fait Complexe. de la rhinoplastie reconstructive parce que je suis tombée quand j'étais petite, donc mon nez il était cassé. D'accord. Et j'avais ce complexe de, en fait, j'ai pas le nez que je dois avoir. Okay. Donc je l'ai faite pour moi, tout d'abord, sans en Bien dehors sûr. du contexte du mannequinat. Après, oui, j'ai fait aussi les fillers par rapport aux lèvres et un petit peu les pommettes, pour, ouais. les cernes. Les cernes, Pour ouais. les cernes, parce que tout simplement pour moi. Et puis surtout Voilà. toi qui te lèves tard. Oui, exactement. Je comprends. Moi, avec l'entrepreneuriat, ça me prend au nez Mais aussi quelque je part. connais beaucoup de mannequins et de filles qui n'ont rien fait, qui Bien sont sûr. naturellement comme ça. Ouais. Et franchement, vous êtes les préférés de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire? On en vient à la dernière partie de cette interview. On va parler avenir. Comment te vois-tu dans 5, 10 et 20 ans? Alors, Court terme, moyen terme, long terme. ouais, comme je disais avant, moi, mon rêve c'était d'être une artiste complète, donc toucher un petit peu à tout. Donc oui, pourquoi pas l'acting, on verra comment ça évolue. J'aime beaucoup écrire, j'ai fini d'écrire un livre il y a quelques mois. Trop bien. Donc on va voir si ça sera publié un jour ou pas. Tu veux l'éditer Soit peut-être penser à l'auto-édition,
édition. D'accord. Ou sinon, j'ai déjà essayé d'envoyer mon manuscrit à certains agents littéraires, ou pas à tous, mais je voulais tester un petit Bien peu sûr. avant. C'est vrai que mon genre littéraire, en tout cas, c'est une nouvelle. Et il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui publient des nouvelles. Ou en tout cas, il faut que quelqu'un aime beaucoup le livre pour que ce soit publié. Est-ce que tu as un besoin sur le moment présent? Qu'est-ce qui te manque? Plus précisément axé sur le mannequinat? Peut-être faire un très bel édito. Ok. Genre pour un magazine comme KO ou Pop. J'aime beaucoup leur image, c'est un peu, je sais pas, c'est très fun et c'est très sympa. Donc peut-être un édito comme ça. Et sinon, ouais, dans ma carrière de mannequin, moi je me laisse, je laisse que les opportunités viennent à moi et puis on va voir. Sinon, ouais, peut-être faire un film un jour, qui sait. D'accord, pourquoi pas. On va faire une petite FAQ assez rapide. Comment gères-tu les critiques? Je m'en fous. Tu t'en fous. Ouais. La seule critique qui m'emporte, c'est celle que j'ai moi vis-à-vis de moi-même. Ouais. Ou peut-être celle que ma mère, elle pourrait avoir vis-à-vis de moi. Mais ça encore, j'ai de la chance d'être bien entourée. Et je sais que si on me fait certaines critiques de mes gens qui sont en tout cas très très proches de moi, c'est justement pour mon évolution. Donc c'est pas à prendre du mauvais côté. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc ça va être plus en fonction de certaines valeurs ou question de politesse ou j'en sais rien, de respect. Si c'est quelqu'un de l'extérieur où ça touche mon physique par exemple, alors là, ciao. Du coup, pour finir, donc allez suivre le travail de Jennifer. Si ce podcast vous a plu, c'était le premier, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a pas mal de personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont donné du cœur pour ce podcast. On a une qualité incroyable. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime au moins. En fait, ça me soutiendrait beaucoup, ça m'aiderait à persévérer et d'investir beaucoup plus pour proposer du contenu comme ça. Pensez aussi à mon petit Instagram. N'hésitez pas, Maxence Unity Models, je donne des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le mannequinat, c'est des conseils totalement gratuits. J'ai une deuxième page Unity Models Coaching où là vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez participer au coaching, on réservera un petit appel ensemble et du coup savoir si vous êtes assez motivé pour entrer dans le milieu du mannequinat. Et sur ce, une petite phrase de fin. Merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir écouté mon histoire. Et voilà, tout simplement, restez fidèle à vous-même et vous allez voir. Ouais, génial. C'est tout. Bah écoutez, merci à toi en tout cas, merci Jennifer, beaucoup. pour ta présence. On se retrouve pour une prochaine interview. Merci à tous, merci à Omino, c'est un espace de location d'audiovisuel. N'hésitez pas si jamais vous voulez avoir une qualité comme la mienne, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec eux. Merci à Jérémy, mon fidèle ami et aussi ingé son, monteur. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle ascension par les marches. Wouh!